était bien, qui finit bien. La toute première session ordinaire de la deuxième législature s'est clôturée au cours d'une cérémonie solennelle ce vendredi. C'était une session qui a porté essentiellement sur les questions de l'heure, dont celle sur la sécurité dans l'est du pays. À l'Assemblée nationale toujours, c'est jeudi que la CENI a déposé au bureau de cette institution son rapport annuel. Le document décrit les étapes essentielles du processus électoral de 2011. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. D'abord, cette nouvelle, la toute première session ordinaire de la deuxième législature a vécu. C'est ce vendredi qu'elle s'est clôturée au cours d'une cérémonie solennelle présidée par Aubin Minakou, le speaker de la Chambre basse du Parlement. Et Fabien Numbala, notre correspondant, est à l'Assemblée nationale et sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci Jules Momba, votre permanent à l'Assemblée nationale. Effectivement. Alors, dites-nous en quelques lignes, comment a été l'ambiance aujourd'hui? Justement, c'était une ambiance aux couleurs solennelles parce que dans la salle, on a noté la présence de presque tous les membres du gouvernement, avec à la tête Aubin Minakou, le Premier ministre. On a retrouvé également le deuxième vice-président du Sénat qui a représenté Léon Kengo-Adodo. Ce sont les us et coutumes parlementaires respectées et différentes autres personnalités politico-militaires étaient donc dans la salle et même des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Donc un moment solennel, il n'y avait qu'un seul discours, celui d'Aubin Minakou, le président du bureau de la Chambre basse du Parlement. Un discours qui a retracé justement les bilans de cette session, une session justement, particulière. Par rapport à ce bilan, que dit l'opposition par exemple? Oui, l'opposition et la majorité, toutes les deux, elles sont d'accord, c'est-à-dire les députés de la majorité, tout comme ceux de l'opposition, sont tous d'accord que le bilan est largement positif. Largement positif parce que, en dehors justement des lois qui ont été votées, il y a eu contrôle parlementaire. Merci Fabien, nous allons y revenir demain avec plus de détails. Merci Jules Mamba. Restons à l'Assemblée nationale, mais pour parler CENI, cette fois en vertu des articles 28 et 9 respectivement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et du règlement d'ordre intérieur. Le bureau de cette institution a déposé jeudi son rapport annuel à l'Assemblée nationale. Le document décrit les étapes essentielles du processus électoral de 2011. Les explications avec Patty Kerry. Le dépôt de ce rapport annuel des activités à l'Assemblée nationale obéit à une exigence légale en vertu des articles 29 et 9 alinéa 17 respectivement de la loi numéro 10/13 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante et du règlement d'ordre intérieur. Il ressort aussi de la loi que la CENI, qui est une émanation de l'Assemblée nationale, présente son rapport annuel à la session de mars et à la fin de chaque processus électoral ou référendaire. Et on le fera chaque année à chaque session du mois de mars. Non, il est content parce que nous avons respecté la loi. Il faut que le peuple sache que on n'est pas venu ici par pression de quiconque, nous sommes venus ici en réponse à la loi. Nous avons publié le calendrier, nous sommes en train d'avancer sans problème, sans embâche, sans peur. Nous sommes dans la même assurance d'équilibre et élections allées. Le rapport ainsi déposé au niveau du bureau de l'Assemblée nationale décrit les étapes essentielles du processus électoral de 2011. Il contient 7 chapitres qui vont du contexte général jusqu'à l'évaluation inclusive du processus électoral à mi-parcours, en passant par les acquisitions et le déploiement, la réception et le traitement des candidatures, la révision du fichier électoral, l'organisation des scrutins combinés du 28 novembre 2011 et le financement du processus électoral. Et puis, c'est ce ras-le-bol des journalistes réunis au sein de l'ASBL Journalistes pour la vérité et le développement ont déposé ce vendredi un mémorandum dans plusieurs institutions de la République. Dans le document, ils témoignent de leur soutien à la valorisation des réserves pétrolières de la RDC et se dressent contre les médias et ONG belges qui ont eu à dénigrer des autorités congolaises selon eux. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Bruno Mbolisson, qui était dans la délégation de 30 journalistes. Bonsoir. Alors, la première question qui se pose, quelle est la quintessence de votre mémorandum? Le mémorandum fait état d'une protestation vigoureuse des journalistes pour la vérité et le développement, c'est notre ASBL, qui ont réagi vigoureusement face à une campagne de dénigrement orchestrée par la RTBF, la radio bruxelloise, et les ONG belges, qui, dans leur dernière livraison, je parle des émissions de la radio, ont fait état des
de l'indélicatesse des autorités congolaises, du ministre sortant des hydrocarbures et son homologue de l'environnement, et même la présidente de la République. C'est une insulte. Oui, parce qu'ils estiment, l'invité de l'émission, en l'occurrence M. François-Xavier de Donéa, qui est député fédéral et ministre d'État belge, estime que le gouvernement congolais n'a pas le droit d'ouvrir une partie du parc de Virunga à l'exploration pétrolière. Nous pensons qu'il appartient au gouvernement congolais, qui est souverain, de déterminer quelle est la meilleure option pour parvenir au développement. Nous notons, nous signalons à l'opinion nationale et internationale que juste à quelques kilomètres du parc de Virunga, de l'autre côté du lac Edouard Stade, c'est-à-dire dans le Queen Elizabeth Park, c'est aussi une réserve mondiale de l'humanité, on exploite le pétrole. À Los Angeles, on exploite le pétrole à côté des maisons d'habitation. Alors, quel est le résultat attendu finalement dans votre démarche? Le résultat attendu, c'est qu'il y ait beaucoup plus de considération, un peu plus de considération des autorités congolaises et un peu plus de respect de la capacité, des droits des Congolais à s'autodéterminer et à déterminer eux-mêmes quelle est l'option à suivre pour le développement. Alors, on ne peut pas nous empêcher de connaître les richesses qui sont enfouies sous notre sol. Ce serait violer la souveraineté de notre pays et infiltrer notre indépendance. Alors c'est une brèche finalement à une autre question. Pensez-vous, comme beaucoup sur le continent, que la plupart des ONG et même des médias transnationaux sont au service de politique et même stratégie de certaines La plupart des médias, ce n'est pas parce que ce sont des médias internationaux qui nous dépassent peut-être en ce qui concerne les capacités matérielles, qui sont clean. Non, ils sont au service de certains lobbies étrangers et dont ceux qui ont tout intérêt à ce que la RDC et sa population soient gardées à l'état de pauvreté pour qu'ils puissent continuer à dépiécer nos richesses, à exploiter illicitement nos ressources. Nous avons le droit, en tant que Congolais, d'aspirer au développement. Ce n'est pas un miracle. Nous avons le droit de nous développer comme les autres pays et nous ne pouvons le faire qu'en valorisant nos richesses. Merci, Monsieur Bruno Molisson. Je rappelle que vous êtes journaliste à la RTGA et vous étiez dans la délégation. Merci à vous. Merci. Une autre délégation, c'est celle du Fonds monétaire international qui s'est rendue jeudi au ministère des Finances avec la partie gouvernementale conduite par le vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Moukoko. Les discussions ont tourné sur le programme économique du gouvernement qui devrait aboutir à la conclusion de la 4e et 5e revue. La santé économique et financière de la RDC se porte bien et alors bien. Voilà ce qui découle de cette séance de travail entre la troïka politique et les délégués du Fonds monétaire international en séjour dans la capitale congolaise, Kinshasa. Séance marquée par l'évaluation de la 4e et 5e revue du programme économique du gouvernement. On ne discute pas simplement par rapport à ce qui est passé, mais aussi par rapport aux perspectives. Donc il est tout à fait normal que quand le Fonds monétaire revient, que l'on examine aussi les derniers développements et qu'on ait une discussion sur les perspectives des prochains mois. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes parfaitement convaincus que nous trouverons un terrain d'entente pour qu'enfin on puisse conclure ces deux revues avant d'entamer dans les mois à venir des discussions sur la 6e et la dernière revue de ce programme. Spécialement pour cette rencontre de grande envergure, les ministères du portefeuille, de l'environnement et des hydrocarbures ont rejoint la Troïka pour démontrer les efforts réalisés dans le programme de la paye des fonctionnaires par voie bancaire, la maîtrise du taux d'inflation et autres repères macroéconomiques. Comportement salué par les délégués du FMI. Les questions spécifiques ont été également débattues par les experts. Ce cadre d'échange a permis à la délégation du FMI d'obtenir des informations claires et précises sur les avancées enregistrées dans l'élaboration des programmes économiques. La République démocratique du Congo a manqué il y a peu la connexion à la fibre optique. Et pour pallier à cette situation, le ministre des PT NTIC, Trifon Kinké Moulumba, a effectué une mission d'inspection à Moanda dans la province du Bas-Congo. Le centre terminal, le point d'atterrage et tous les compartiments ont fait l'objet d'une visite sans complaisance. Moanda, province du Bas-Congo, lieu par excellence d'actualisation de la révolution de la modernité, avec le point d'atterrage qui reçoit la fibre optique. Cette délégation de Kinshasa, conduite par le ministre de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, est venue s'imprégner de manière concrète de la situation ayant trait à la connexion de la fibre optique, mais également tenter de trouver des vraies réponses aux préoccupations du député national Emery Okunji, auteur de la motion sur la fibre optique à l'Assemblée nationale.
Tout a été visité de fond en comble. La ligne marche, elle fonctionne. Vous pouvez voir Kinshasa, vous avez Kinshasa depuis ce matin. Du centre terminal où arrive le câble en provenance de Kinshasa jusqu'au point d'atterrage. Contrairement à ce qui se raconte, il se développe une intense activité. Il y a eu beaucoup de petits obstacles dus à la transmission de certains documents tels le plan. Vous savez que nous devons être, voilà, par Alcatel, nous devons être en conformité avec les normes internationales. Et là, on ne peut pas être en avance, voyons. Donc on attendait le plan. Nous avons déjà ces plans et là, on est déjà à 30% de l'ouvrage. Donc je crois d'ici fin juillet, nous serons à mesure de livrer en fait au maître de l'ouvrage son œuvre. L'une des raisons qui a fait rater la connexion à la fibre optique, c'est la première entreprise qui construisait le point d'atterrage. Les normes n'étant pas respectées, tout a été ramolli au mois de mars. Ces images parlent. C'est un cimetière, barres de fer, briques cuites non conformes, des chambres de visite mal réalisées par l'entreprise indienne Smart IDs. Vous ne pouvez pas se permettre, vu la qualité de l'ouvrage exécuté, de vouloir le réparer sommairement pour arriver à avoir quelque chose qui serait esthétique et qui n'aurait pas été solide. Donc on a pris la décision de tout raser. Aujourd'hui, c'est l'entreprise italienne Doreco qui a pris le relais. Il faut 4,7 millions de dollars américains pour accomplir le travail. On a dit tout démolir et commencer à zéro. Il s'est respecté pour le 30 juillet. Tout n'est pas encore perdu. La République démocratique du Congo espère encore, mais la défaillance de l'entreprise Smart IDs, qui a fait perdre au pays plus de 20 millions de dollars, aura à coup sûr des implications juridiques. Rendons-nous dans la province du Katanga où le groupe Forest International a été honoré pour son implication dans la promotion de la culture dans cette partie de la République démocratique du Congo. Au cours d'une grande cérémonie organisée à l'hôtel Grand Caravia de Lubumbashi, le festival Katanga Awards a octroyé à cette entreprise 2 trophées. Le premier reçu par Nathalie Djouma, animatrice sociale de la Fondation Rachel Forest, exprime la reconnaissance pour l'engagement de ce groupe dans le secours aux plus démunis et vulnérables de la province du Katanga. Au cours de l'année 2011, lépreux, vieillards et enfants abandonnés ont reçu une aide substantielle de la part de cet ASBEL. Le deuxième prix reçu par le groupe Forest était en guise de gratitude pour son mécénat culturel fourni aux artistes peintres, sculpteurs et comédiens. Un mécénat effectué à travers l'ASBEL Dialogue dirigé par Marie-Aude de la Foye qui a réceptionné le trophée. Du sud au nord de la République, l'eau de la Régie des eaux coule déjà dans les robinets de la commune de Mangolo à Kisangani. Cette réalisation est l'œuvre du gouvernement provincial de la province orientale, coût de financement environ 9 millions de francs congolais. Fini les calvaires pour les habitants du quartier Segama, situé dans la commune de Mangobo à Kisangani. Cette population qui jadis ne savait où s'approvisionner en eau potable a désormais l'eau de la Régie des eaux dans son quartier. C'est grâce au concours financier du gouvernement provincial d'ordre de 9 millions de francs congolais que la Régie des eaux vient de procéder au raccordement en eau potable au centre de santé FEDI, Forum d'échange pour le développement intégral, qui à son tour va desservir tous les quartiers. Dans son mot de bienvenue, le bourgmestre de la commune Mangobo, Didier Lomoya, n'a cessé de dire merci au chef de l'État et au gouvernement provincial qui prend à bras le corps les chantiers eau, tout en affirmant que beaucoup reste encore à faire. Le directeur provincial de la Régie des eaux province orientale a quant à lui invité les bénéficiaires à s'organiser pour éviter l'accumulation des factures de consommation impayées. Le gouverneur de la province orientale a d'intérim à Ramandiama, soucieux de la santé de sa population, a demandé aux bénéficiaires de bien protéger ces robinets installés. Il a promis dans les prochains jours de résoudre également les problèmes d'électricité dans ces quartiers. La cérémonie s'est clôturée par la visite de malades internés dans ces centres de santé où Ismaël Aramandiama a honoré les factures de tous les malades et c'est là à la satisfaction de toute la population.
Et un sport pour terminer, les Léopards Monsieur de la République démocratique du Congo reçoivent ce dimanche au stade des Martyrs leurs homologues des Seychelles en match comptant pour le premier tour des éliminatoires de la CAN 2013. Et ce vendredi, les poulains de sélectionneur Claude Leroy ont reçu la visite du ministre des Sports qui leur a réitéré le soutien total du gouvernement dans cette campagne. Regardez. Ils savent que leur présence à la prochaine phase finale de la CAN passe par cette étape. Voilà pourquoi ils s'activent en toute sérénité, quoique victorieux des Seychelles, 4-0 au match aller. Et le sélectionneur principal, Claude Leroy, s'est fait déjà une idée sur l'effectif qu'il compte aligner ce dimanche avant d'évoquer les raisons de son absence récente à la conférence de presse d'avant-match du samedi dernier. Je ne vais pas faire tourner l'équipe, non, parce que à travers ce match, on prépare des échéances à venir. Alors, bien évidemment, on ne va pas raconter qu'il y a un suspense énorme parce qu'on a gagné par 4 buts d'écart. Il y a un joueur probablement qui va faire son entrée avec les Lions parce que j'ai envie de le voir au plus haut niveau, c'est le petit Bemba derrière parce qu'il est très très bon depuis des semaines et des semaines. J'ai été prévenu à 11h30 du matin pour une conférence de presse qui avait lieu à 11h30. Personne ne m'avait dit qu'il y avait une conférence de presse. Et deuxièmement, si on m'avait prévenu avant, je ne serais pas venu. Le soutien total, c'est ce à quoi les Léopards s'attendent ce dimanche. Et dans cette démarche, le gouvernement a voulu prêcher par l'exemple. C'est le sens à donner à cette visite du ministre des Sports, Banza Moukalaï, accompagné ici du président du comité olympique congolais, qui sont venus réconforter le moral d'Océan. Félicitations pour le dimanche. Nous vous remercions d'abord pour la victoire du dimanche. Vous nous avez promis de gagner et vous l'avez fait. Nous vous souhaitons toutes les bénédictions pour le match de ce dimanche. Au nom de l'équipe, Trésor Poutou a eu de mots justes pour saluer cette descente. Ceux qui vont encourager papa vous peut déjà bénédiction donc dimanche tout ça là makasi. Après leur succès 2-0 obtenu face aux éperviers du Togo dimanche dernier, dans le cadre des éliminatoires du Mondial Brésil 2014, les fauves congolais sont alors prêts à récidiver devant les pirates des Seychelles, dont l'arrivée à Kinshasa est annoncée pour ce vendredi. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. La revue de presse, c'est tout de suite. Ce journal vous a été offert par la BCDC. Retour sur ce plateau, cette fois pour la revue de presse, à la présentation Gloria Kumwimba. Bienvenue. Merci Jules. Alors on va débuter la lecture des journaux par ce titre du journal L'Avenir. UDPS, liquéfaction, décadence et descente aux enfers. Et oui Jules, à en croire ce journal, Étienne Tshisekedi, le président national de l'UDPS, a porté plainte contre Jacquemain Chabani qui l'accuse d'avoir détourné la somme de 300 000 $ américains. L'Avenir poursuit en indiquant que l'opinion qui craint qu'il y ait eu blanchiment d'argent voudrait savoir d'où Étienne Tshisekedi a pu tirer toute cette somme lorsqu'on sait qu'il y a plusieurs militants qui broient du noir et que d'autres sont commis à la surveillance de sa résidence sans une quelconque prise en charge. Moralité, le journal conclut par la réflexion suivante. On aura beau donner des leçons de démocratie, de tricherie sans que soi-même, dans son comportement, on soit irréprochable. Et Africa News n'est pas en reste pour saisir le sujet et le présenter dans son article titré « Tshisekedi soupçonne son secrétaire général d'avoir détourné 300 000 $ destinés à la fabrication des cartes du parti dont la vente devait, a-t-on indiqué, rapporter 11 millions de $ pour financer la campagne électorale ».
Et pour clore le sujet, Jules, la prospérité enfonce le clou sur le même parti UDPS en annonçant l'autre malaise qui secoue aussi cette formation politique à propos de sa réserve à briguer le poste de porte-parole de l'opposition. La prospérité écrit que des forts soupçons de trahison et même de corruption planent autour de la désignation du porte-parole de l'opposition. L'UDPS, la fille aînée de l'opposition, en serait sérieusement affectée. Et on va poursuivre cette revue de presse avec cette information. Pourquoi le prince Philippe de Belgique n'ira pas à Kigali? C'est une question. Eh bien, pour JeuneAfrique.com, les autorités belges n'ont pas reçu d'invitation pour se rendre à la fête d'indépendance du Rwanda. Et au ministère belge des Affaires étrangères, on semble minimiser l'événement. C'est leur choix et nous respectons, ont répliqué les autorités belges. Mais la vérité, Jules, poursuit JeuneAfrique.com, est que pour les autorités rwandaises, la date du 1er juillet 1962 n'est pas vraiment celle de l'indépendance, c'est plutôt celle du passage de la tyrannie coloniale belge à un régime ethnocentriste qui aurait débouché sur les génocides 32 ans plus tard. Alors on va rester sur le continent. En Égypte, le Parlement déclaré illégal par la Cour constitutionnelle, rapporte le site 20minutes.fr. Alors la tension est maximale en Égypte. La Haute Cour constitutionnelle a déclaré illégale l'Assemblée législative dominée par les frères musulmans, et ce à quelques heures seulement de la présidentielle qui se joue entre Ahmed Shafik, le dernier Premier ministre d'Hosni Moubarak, et Mohamed Morsi, le candidat de frères musulmans. Quelques jours avant le transfert officiel du pouvoir aux civils, l'armée semble donc décider de reprendre la main, constate le site du journal suisse Le Temps. Un décret promulgué mercredi par les généraux au pouvoir semble confirmer le coup d'État invisible. Le texte autorise les soldats et la police militaire à arrêter des civils pour n'importe quel motif. Certains y voient le prélude à une grande vague d'arrestations, conclut l'article. Et sur le vieux continent, zone euro, Angela Merkel se fâche contre la France, et c'est à lire sur le site du Figaro. Tout à fait, les temps montent entre Paris et Berlin. La médiocrité ne doit pas devenir les talents de la zone euro, a affirmé ce vendredi Angela Merkel dans un discours d'une rare violence qui intervient au lendemain de la présentation par François Hollande de son plan pour sauver la zone euro. Le reproche d'Angela Merkel, poursuit le Figaro, ne s'arrête pas là. Opposer croissance et austérité, c'est n'importe quoi, estime la chancelière allemande, visiblement exaspérée par le discours français qui dénonce les effets pervers de l'orthodoxie budgétaire à l'allemande. Et à ce sujet, le site du journal Le Monde note que pour la première fois depuis 12 ans, Paris et Berlin ne devraient pas présenter un texte commun pour ce sommet. Et de son côté, l'UMP accuse les nouveaux exécutifs français d'affaiblir les relations franco-allemandes. C'est donc le bras de fer. C'est donc la fin aussi de votre revue de presse. Il ne reste plus qu'à vous remercier, Gloria. Merci, Jules Mwamba. Merci à vous également de nous avoir suivis. L'information est en continu sur Télé 50 et sur télé50.com. Elle est permanente. À très bientôt.